Je donne maintenant la parole à Paola Zambelli, elle aussi, d'abord ancienne étudiante en philosophie et en histoire à la faculté des lettres de Florence, et qui a consacré sa thèse de lauréat à Corneille Agrippa et la philosophie occulte, dirigée par Eugenio Garin, et discutée aussi par Delio Cantimori. Ça veut dire qu'il faisait partie de ton jury. Oui. Après quelques années comme conservateur aux archives de Florence, elle aussi une expérience d'archiviste, elle a fait sa carrière d'assistante à professeur titulaire d'histoire de la philosophie à la faculté des lettres et de philosophie de Florence, et elle a consacré ses recherches à l'histoire des idées du XIIIe au XVIIIe siècle, et si je peux y ajouter quelque chose de personnel, puisque ça ne figure pas dans tes travaux imprimés, j'ai toujours le souvenir de cette magnifique exposition que tu avais organisée dans cette série dans les années 80 à Florence, précisément sur tout ce qui était occultisme, etc., etc. C'était une très très belle exposition. Nous te donnons donc la parole pour parler de un pendulaire transalpin et ses efforts de synthèse. Disons-le en italien, un pendolare transalpino et ses efforts de synthèse. Oui, mais traduire pendulaire par banlieusard aurait été... Non, même pire. Aurait été injuste, mais parfois les langues se traduisent mal. Mais nous nous comprenons. Paola, tu as donc la parole. Merci. J'avais fait la connaissance d'Alberto Tenenti à un colloque, si je ne me trompe pas sur la date, 1956, lorsque j'étais encore étudiante, et lui un spécialiste déjà affirmé. J'ai eu ensuite à plusieurs reprises l'occasion de les rencontrer à Florence, tant à la faculté des lettres, où il donnait avec grand succès ses cours de libero docente, qu'aux archives de Florence, où j'étais entrée comme fonctionnaire 1960, tout de suite après ma licence. Enfin, je l'ai rencontré plusieurs fois à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Je n'ai évidemment pas pu rencontrer Lucien Febvre, mort en 1956, mais je dois à Tenenti mes premiers contacts avec Fernand Braudel, venu faire une conférence à la faculté de Florence. Et avec le groupe de la 6e section des hautes études et avec les centres de recherche historique qui fut les premiers à me donner en 1961 une bourse. Je dois rappeler aux auditeurs qu'à l'époque en Italie, il y avait peu de bourses d'études. En fait, il n'y en avait pratiquement pas. En obtenir une à l'étranger était donc un grand avantage et un grand privilège. Je dis cela parce que la mienne a été peut-être l'une des premières bourses dues à Tenenti, mais certainement pas l'unique. On doit donc mentionner sa grande générosité comme organisateur de culture, d'autant plus qu'en ce qui concerne ses invitations, il n'était pas le seul à décider et il devait jouer le rôle de médiateur pour obtenir le consentement d'autres professeurs. Braudel, Ruggiero Romano, Le Goff, etc. Il était vraiment généreux et pas seulement avec ses propres élèves. Nous avons entretenu une longue correspondance d'où je tire son autodéfinition paradoxale des navettes transalpines utilisées dans les titres de cette communication. Cette correspondance avait la fonction que les libraires appellent décommission, c'est-à-dire la fourniture réciproque des livres, nouveautés ou occasions dans les marchés des livres anciens, avec une comptabilité complexe en partie double. Mais il était inévitable qu'au cours de cette correspondance,
il arrivait que l'on échange des commentaires à propos des carrières académiques de l'un et ensuite de l'autre, autrement dit de la mienne. Il était diplomate et cérémonieux, mais également franc, comme j'ai constaté en relisant une lettre qu'il m'avait envoyée en 1961 pour me dissuader, malheureusement en vain, de suivre les cours de celui qui était encore le secrétaire des Annales et annonçait un titre à la mode. Et Tenenti écrivait « Tu peux t'inscrire à autant de cours que tu désires. Parmi les philosophes, tu peux ranger peut-être dans la 6e section également Georges Gurvitch et Alexandre Coiré, sans parler de Raymond Aron. Dans la même, je ne te conseille pas trop Mandrou, mais nous en reparlerons. C'est avec surprise que je relis chez lui un commentaire philo 68. Toutefois, on a beau réduire l'importance de la révolte des étudiants, les derniers événements ont représenté une secousse politique salutaire. Il est fort probable que les conséquences économiques immédiates ne seront pas très bonnes, mais cette espèce de tremblement de terre, image à mon avis beaucoup plus juste que celle de révolution, a montré même aux aveugles tout ce qu'il y avait à faire et à chacun, surtout au niveau du groupe, combien il reste à faire. Sur le plan universitaire, la participation des enseignants aux côtés des étudiants est telle qu'elle laisse augurer une tentative sérieuse de rajeunissement. Ce n'étaient pas les paroles d'un gauchiste, je ne me souviens pas qu'il l'ait jamais été. C'était celle d'un professeur isolé à l'intérieur même de son milieu d'élection qui, pendant un instant, s'était mis à espérer en un futur qui n'était en réalité rien de meilleur à lui promettre. Dans une lettre de 1962, peu après son concours qui ne lui avait permis pas d'obtenir aucune chaire italienne, il écrivait que les problèmes étaient justement celui de la continuité, envers nous-mêmes et envers le monde dont nous faisons et pouvons faire partie. Dans cette optique qui me semble vraie, et plus juste encore que ne peut paraître l'avertissement cartésien, n'est pas procéder à zigzag pour sortir d'une forêt. Il faut considérer et introduire nos réactions au milieu. Comme plus on en détache, plus il devient difficile de s'y insérer. Et cette sensation biologique alimente certainement les provincialismes obstinés dont font étalage presque tout chez nous, même contre leur gré. Il faut mesurer aussitôt les conséquences lointaines de chaque geste de détachement, non seulement pour éviter des surprises, mais pour réfléchir à temps. Si l'on veut agir dans quelque direction, comme je crois ton intention et aussi la mienne, comme je crois ton intention et aussi la mienne, il faut avoir des racines dans les milieux sur lesquels on veut agir. En admettant volontiers que les Français est plus civilisés et ouverts que les nôtres, reste à résoudre les problèmes de la manière dont ton œuvre et la mienne peuvent pénétrer en profondeur et dans l'une et dans l'autre. Je voulais dire seulement qu'il faut toujours éviter de laisser tomber ce qui est vital quand on jette ce qui ne l'est pas, parce que individuellement, il n'est pas facile de se recréer des liens profonds et vitaux. Une observation, ou pour mieux dire, une recommandation méthodologique de Lucien Febvre est entrée dans la légende.
il y aurait dû y avoir dans leur groupe des historiens dotés d'une formation philosophique. Et au cas où ils n'en s'en trouvaient pas, il aurait fallu les former. Ils leur vinrent d'Italie. En 1947-48, l'année même où fut créée la 6e section, Alberto Tenenti arriva à Paris avec une bourse d'échange de l'École normale supérieure de Pise. Et Ruggiero Romano, lui aussi, arrivé à Paris par le même train et la même année, avait comme lui une licence de philosophie. Mais peut-être, et c'est dit sans aucune intention ironique ou maligne, les choix d'un tel curriculum de la part de ces deux jeunes gens qui avaient préparé leur licence durant la tragédie de la Seconde Guerre mondiale étaient-ils dus également au fait que dans l'ensemble, il était plus rapide, ce curriculum était plus rapide et prévoyait moins d'examens des latins, d'examens oraux, mais surtout des examens écrits. Mais ni l'une ni l'autre dans son œuvre n'accordera particulièrement d'importance à la problématique philosophique, comme ce sera au contraire le cas plus tard de notre émigré, Christophe Pomian. Toutefois, des deux Italiens, c'était Tenenti qui étaient les plus proches de la philosophie et de l'histoire intellectuelle en général. Le fait que son premier livre ait eu droit à une présentation d'Eugenio Garin dans les Notiziario Einaudi a pu faire penser à un rapport de maître à disciple, dont, quant à moi, je n'ai pas connaissance. Au contraire, cette notice publicitaire laisserait supposer qu'ils se connaissaient probablement peu à l'époque, alors que par la suite, leur rapport sera certainement excellent, bien qu'espacé. En cette même année, Garin était mon professeur et comme tous les étudiants, j'essayais d'observer les rapports internationaux qu'il entretenait. Ce fut lui qui présenta Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento comme une recherche historique d'un genre nouveau, effectuée à partir des sources littéraires, philosophiques, iconographiques, religieuses, françaises et italiennes. Garin avait été récemment invité à faire part du comité restreint que Norberto Bobbio avait mis en place pour la collection Philosophica dei Einaudi. Il y était connu pour avoir publié ses traductions de Charles de Beauvel et d'Anthony Shaftesbury dans la collection universelle en 1946-1948. Il faut surtout rappeler qu'à l'époque, l'histoire de la philosophie, étayée sur des textes et des documents d'archives, n'avait pas beaucoup de grands spécialistes en Italie, et la maison Einaudi aurait voulu avoir Garin comme consultant à plein titre, mais qu'il était déjà lié depuis quelque temps avec Vito Laterza, qui entre autres avait été son élève. Luisa Mangoni a publié des récriminations de Cantimori au sujet du retard que l'apparition du livre des Tenenti, approuvé par lui-même et par Garin sans rencontrer d'opposition de la part de Franco Venturi, avait rencontré. Dans les réunions indiennes du mercredi, Cantimori avait été invité à engager son collègue et ami Garin et promettait de s'y employer, tout en avouant ne pas savoir à quel prétexte s'est raccroché. Je me permets de supposer que la supervision et la production lente du premier livre de Tenenti a constitué pour la maison d'édition l'un de ces prétextes. Garin avait écrit
à tort, qu'il considérait Il senso della morte comme un travail suggéré avec bonheur par Braudel à Tenenti, et dont Braudel lui-même avait ensuite suivi les débuts et qu'il avait encouragé. Beaucoup de choses dans l'œuvre de Tenenti peuvent certainement être rattachées à Braudel et à sa méthode, fondamentale pour ses recherches suivantes, mais pas ces livres-ci. Fèvre était déjà âgé lorsque le Normalien de Viareggio commença à les suivre, et le maître mourut un an avant la date de publication du livre. Mais sa méthode et celle du précédent cahier des annales lui est certainement due. Garin avait privilégié dans cette notice publicitaire le nom de Braudel, peut-être parce qu'alors il occupait une charge institutionnelle. Dans l'avant-propos de la première édition du Il senso della morte, avant-propos qui avait peut-être été ajouté sur épreuve après que les Notiziario Inaudi avaient reçu de Garin cette notice généreuse, Alberto Tenenti lui-même avait déclaré que Braudel n'avait pas voulu être mêlé à ce travail, suggéré par son collègue plus âgé. Je ne vais donc m'empêcher de rappeler la matrice du Lebenswerk de Tenenti. Elle se trouve dans 2 essais de Lucien Fèvre, que d'ailleurs Lallo Perini vient d'avoir mentionné. C'est justement un thème original du point de vue de la méthodologie, et Fèvre l'avait tracé et développé dans un essai célèbre de 1941. Comment reconstruire la vie affective d'autrefois, la sensibilité et l'histoire. Ensuite, Fèvre y avait consacré d'autres notes, exactement dans les premières années passées par Tenenti à Paris, sur sa revue qu'il dirigeait dans cette année, les Annales Économie, Société, Civilisation. Il avait signalé l'Ars Moriendi et surtout il avait recommandé de fouiller les documents concernant les mentalités et conditions matérielles des siècles passés, sans prétendre toutefois à reconstruire les psychologies sur la base de la psychologie d'aujourd'hui, de ces temps. Dans cet essai, Fèvre insistait sur l'étude des mentalités et de la vie affective. Je cite: « Nous n'avons pas d'histoire de l'amour, nous n'avons pas d'histoire de la mort, nous n'avons pas d'histoire de la pitié ou de la cruauté, nous n'avons pas d'histoire de la joie. Grâce aux semaines de synthèse d'Henri Bert, nous avons eu une esquisse rapide d'une histoire de la peur. Elle suffit à elle-même à nous montrer les grands intérêts qu'ils peuvent avoir de tels types d'histoires. Il est clair que je n'invoque pas une étude sur l'amour et sur la joie à travers toutes les époques et toutes les civilisations. J'indique seulement une direction de recherche. Je demande l'ouverture d'une vaste enquête collective sur les sentiments fondamentaux des hommes et leurs modalités. À Pise, Tenenti s'était diplômé avec une thèse sur Diderot qui lui avait été assignée par Cesare Luporini, un jeune professeur qui n'était pas exactement un historien de la philosophie. Il était plutôt un philosophe au sens large, mais surtout en cette année d'après-guerre où il travaillait à la revue Società, dont il avait été en 1945 l'un des fondateurs et sera ensuite co-directeur, Luporini était un intellectuel engagé. À l'époque où il était directeur de la thèse de licence des Tenenti, et se servait de lui pour rédiger les cours, les soi-disant dispenses, sur un cours qui concernait la philosophie des Lumières,
Luporini était en train de préparer son Voltaire et les lettres philosophiques qui sortira en 1950. Donc, arrivé en 1947 avec un projet sur les Lumières, Tenenti s'y mit bien vite, en 1949, comme il l'écrit lui-même, à étudier l'histoire de la sensibilité et en moins de 8 ans publia un ouvrage complexe et valable encore aujourd'hui comme Il senso della morte, qu'il avait d'ailleurs anticipé environ en 2 ans dans un petit article de 1951 sur les annales et une année après dans le numéro 8 de Cahiers des Annales, La vie et la mort à travers l'art du XVe siècle. Les premières et faibles traces de ses études sur la philosophie moderne, non pas sur les grands théoriciens et leurs systèmes, mais plutôt sur les écrits des personnages des auteurs moins systématiques comme les libertins et les philosophes du XVIIIe siècle, affleurent toutefois dans son projet d'un choix des textes par Saint-Évremont et l'abbé de Chaulieu, resté uniquement dans la mémoire des 2 traductrices. Outre que dans quelques essais et dans la dernière partie ajoutée de l'âge moderne, de l'état moderne, de 1990. J'ai pris beaucoup de citations de cette œuvre, mais je n'aurai pas le temps de les lire. Tenenti s'était intéressé par les libertins, il discutera les thèses de Spink et Kirkkinen, mais se référera surtout à René Pentard et à sa thèse de 1943, Les libertinages érudits dans la première moitié du XVIe siècle. Cette étude, classique aujourd'hui encore, couvrait les domaines de la littérature et de la philosophie non systématique et de l'agitation culturelle clandestine. Et il était parvenu au centre de l'attention avec les retards inévitables dont avaient souffert les livres parus pendant la guerre, comme cela a été advenu également pour les problèmes de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, par Lucien Febvre, publié en 1942 et dédié en espérance à Brodel, qui était alors un officier détenu dans un camp allemand. Aujourd'hui, supposer qu'un jeune homme d'études italien connaisse Febvre et ses directives méthodologiques serait une chose évidente, mais il ne l'était pas de la même époque. Au moment où Tenenti commençait ses recherches, la ligne méthodologique et l'œuvre même de Lucien Febvre étaient non seulement nouvelles, mais presque ignorées en Italie, comme cela a été explicitement attesté dans le cas des 2 contemporains restés dans leur pays. Ezio Raimondi, parlando de Piero Camporesi, a écrit « Nous sommes la génération des années 20 qui a découvert, au début des années 50, à l'intérieur d'un monde qui ne nous en avait jamais parlé, mais entre-temps il y avait eu une guerre, non pas les annales, mais plutôt certains écrivains. Raimondi se rappelle avoir lu par hasard les problèmes de l'incroyance de Febvre, d'où il est remonté à son Autour de l'Heptaméron et ensuite à Marc Bloch, qui ouvrait tout d'un coup un paysage extraordinaire. Mais un maître éminent de Tenenti à l'école normale, Delio Cantimori, nettement plus âgé que Raimondi et qui avait fait des recherches à l'étranger, avait dédié un essai à Febvre dans la première année des Società en 1945 et y avait souligné que Carlo Morandi, un autre historien, avait été presque le seul à avoir déjà écrit sur Febvre en Italie.
On ne peut pas exclure que grâce à cet écrit de Cantimori, Tenenti, déjà avant de gagner Paris, connut les noms et peut-être l'œuvre de Febvre. Tenenti avait donc été l'un des premiers à s'occuper de l'histoire de la sensibilité. Il continuera à s'y consacrer jusqu'à la fin. Encore lorsqu'il donnera promptement le compte rendu de l'histoire de la folie de Foucault, Tenenti y verra surtout une contribution fondamentale à l'étude de la sensibilité collective d'hier et d'aujourd'hui. Il avait donc été précoce dans sa décision de se consacrer à une thématique qui, lorsqu'elle sera alliée à des méthodes psychoanalytiques, anthropologiques et sociologiques, obtiendra par la suite beaucoup de succès. Dans la phase de la nouvelle histoire de Jacques Le Goff, Pierre Nora et d'autres historiens, tant français qu'américains, je pense à Natalie Simon Davis, britannique, Lyndall Roper, ou italien, Carlo Ginzburg, Piero Camporesi ou Romeo De Maio. Cela viendra malheureusement sans que soit reconnu à Tenenti, à sa méthode et à ses recherches la place et la reconnaissance qu'elle aurait certainement méritée. Mais je ne voudrais pas passer à des faits que je connais mal, qui auront lieu beaucoup plus tard. Dans les années 70, justement après Foucault, la reconstruction des mentalités et de la culture populaire était devenue anthropologie historique. Tenenti en était parfaitement informé et l'éprouvait dans ses référés reports aux éditeurs et dans ses comptes rendus invariablement très informés. Il l'éprouvait aussi en acceptant et soutenant les travaux d'élèves comme Pier Roberto Scaramella qui organisaient leurs recherches d'archives sur la base de ces nouvelles méthodes. Cependant, Tenenti nourrissait en silence quelques réserves et manifestait de temps en temps quelques signes polémiques. En tout cas, dans ses propres recherches, il n'adoptait pas les nouvelles clés d'interprétation, ni sociologiques, ni psychohistoriques, ni anthropologiques. Il restait fidèle à la méthode de Febvre qui s'était limitée à la combinaison et au montage des sources littéraires, figuratives et des propagandes. Febvre s'était exprimé au contraire contre ceux qui interprétaient le passé à l'aide des catégories de la psychologie positiviste. Comme l'observe Aaron Gurevitch, ce livre de Febvre a vu le jour en 1942 lorsque n'existait pas encore l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss ni l'archéologie de la connaissance de Foucault. Et les historiens étaient fort peu informés des travaux de Marcel Mauss et de Lucien Lévy-Bruhl et de l'importance que les concessions de ces spécialistes auraient pu avoir sur leurs propres recherches. J'ai voulu signaler les courants des libertins et des Lumières, non tant comme secteur de recherche, mais comme l'indice d'une constante idéologique chez Alberto Tenenti. Cette constante idéologique apparaît clairement de son premier livre important, Il senso della morte. Il ne faut pas y surestimer la référence à des définitions telles que inquiétude existentielle, une expression qui peut-être a été reprise dans une leçon de Luporini, l'un de ses premiers existentialistes en Italie. Tenenti prenait au contraire nettement ses distances par rapport aux croyances plus ou moins spiritualistes qui avaient beaucoup de poids dans les universités et dans la société de l'Italie de l'après-guerre, aussi bien que dans les textes de son premier livre que dans la postface ajoutée en 1989. Dans l'une comme dans l'autre, Tenenti présentait positivement un courant laïco-humaniste
catégorie historiographique qui ni alors ni par la suite serait accueillie ou considérée comme exhaustive par les autres historiens. Pour Tenente, il s'agissait d'une question personnelle. À un colloque de haut niveau, je vais conclure, organisé par Padoue, une université essentiellement catholique, et au début des années 70, il avait lu des pages enthousiastes sur le platonisme panthéiste de Giordano Bruno et sur son refus de l'au-delà. Il avait observé les caractères platoniques, même si sous des formes autres que bruniennes, de la culture laïque officielle du XVe siècle et plus encore du XVIe. On se verra si l'on voulait rapprocher la formule laïco-humaniste ou culture laïque officielle de la thèse formulée à partir de 1947 par Garin sur l'humanisme au humanisme civil, qui avait été accueilli favorablement par les historiens, ou celle précédant sur les chanceliers humanistes avancée par Hans Baron et par son élève Myron Gilmore, dont Tenente avait donné un compte rendu sur les annales. Il faut penser à la terminologie politique italienne de l'époque. Les périodiques Il Mondo, les débuts du mouvement radical est l'un des deux majeurs groupes académiques pour les concours universitaires. Si nous voulions traduire la catégorie historique laïco-humaniste en termes statistiques et sociologiques, il faudrait objecter que les intellectuels du XVIe siècle étaient le plus souvent des hommes d'Église, bien que beaucoup d'entre eux aient quitté par la suite l'Église catholique. Tenente était revenu souvent et avait réexaminé cette problématique d'une manière plus nuancée. Dans la Fischer-Weltgeschichte de 1967, alle origini del mondo moderno, écrite avec Ruggero Romano, on lit qu'au XIVe siècle, à l'intérieur du laïcat, on peut distinguer désormais des minorités assez solides, d'une formation éthico-intellectuelle robuste et qualifiée au point de vue doctrinal, capable de soutenir la comparaison avec la partie la plus aguerrie et mûre du clergé. Une culture laïque s'imposera peu à peu, mais d'une manière de plus en plus résolue. Les humanistes chercheront dans un autre secteur du patrimoine de l'Occident une raison de la vie morale. Dans une œuvre de 1972, il déclarait inutile la recherche exclusive des ferments nouveaux, des anticipations, des dévancements de longue durée et l'opposition systématique du neuf au vieux, du progrès à la réaction. L'histoire de l'Europe est faite de l'une et de l'autre, tout comme, en partie également sous son influence, l'histoire entière du monde. Non seulement certaines croyances fondamentales ou une échelle déterminée de valeurs éthiques demeurent, même si sous une forme altérée et en alternance pendant plusieurs siècles après 1350, mais des types basilaires de production et des systèmes d'échange économique, ainsi que des multiples manières de diffuser et de transmettre les savoirs, continuent à dominer et à donner le ton au-delà de cette date. Dans cet ouvrage, dont la méthode s'inspire de Braudel, mais aussi réceptive au développement donné par Kula et Geremek, les deux auteurs observaient qu'après la période médiévale, il n'y a plus de lutte ouverte et de principes entre les détenteurs de l'autorité laïque suprême et ceux du pouvoir ecclésiastique qu'à une échelle réduite sous des formes presque épisodiques.
Les papes et les prélats catholiques, tout comme les hiérarchies ecclésiastiques protestantes, sont au cours de cette phase beaucoup plus solidaires avec les pouvoirs temporels que par le passé. Ce thème, qui aurait été classique pour les médiévistes, est reformulé ici en termes neufs à propos de la Renaissance. C'est à lui qui se rattache la terminologie des tenenti, laïco-humaniste, qui, à mon avis, doit s'entendre d'un point de vue anticlérical, pour ne pas dire anticatholique. Cette orientation, qu'il ne déclarait jamais ouvertement, avait des racines profondes. Encore dans un de ses livres les plus tardifs, Dalle rivolte alle rivoluzioni, Tenenti, auteur unique désormais, observait sans aucun doute l'une des plus grandes difficultés pour l'analyse de cette période réside dans les doubles problèmes consistant à distinguer tour à tour les religieux du laïque et à mesurer les dosages respectifs dans le mélange de ces deux éléments. Tenenti ne publiera que peu de recherches sur les libertins et les philosophes, mais il conservera une forte sympathie pour leurs idées, en particulier pour celles des matérialistes les plus anticléricaux. Dans la postface citée, l'un de ses écrits les plus importants dans le domaine de l'histoire intellectuelle, Tenenti dénonçait dans l'usage traditionnel européen chrétien de l'idée de la mort un caractère préalable des particularités ou des natures spéciales, grâce auxquelles les clergés tendaient à fonder la crainte de l'au-delà et la croyance religieuse au lieu de considérer la mort au même titre que l'amour et l'honneur à l'intérieur de la sphère de l'humain. Il importait à Tenenti de démolir la mystification confessionnelle de la mort, telle apparaissait aux philosophes des Lumières, c'est-à-dire à d'Holbach, la voie à suivre pour amener ses semblables à des objectifs de la vie, des vies plus légitimes. Et c'était là un lapsus freudienne ou une profession de foi personnelle d'Alberto Tenenti, l'exigence qui d'Holbach faisait valoir est sans aucun doute encore actuelle. Enfin, Tenenti écrivait dans une culture devenue plus avertie et moins anguleuse, comme l'est celle des intellectuels des dernières décennies, cette alternative anticléricale reste généralement habilement cachée et se manifeste surtout sous des formes indirectes. Peut-on se demander s'il faisait allusion également à sa propre attitude? Ceux qui l'ont connu ne se souviennent pas en effet que l'anticléricalisme de Tenenti fut jamais explicité. Il ne le laissait même pas reconnaître entre les lignes de ses communications dans les congrès ou dans les conversations privées avec ses collègues. Je vous remercie.